Bienvenue sur Ways of Blooming, un podcast pour s'épanouir personnellement, spirituellement et dans sa relation à l'autre. Je m'appelle Annabelle, je suis psychopraticienne et thérapeute de couple avec un master en psychologie de Californie et dans ce podcast, j'aborde des sujets qui me passionnent à la fois personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, je veux aborder un sujet qui je pense est vraiment important puisque je vais parler du concept de la maturité émotionnelle et du coup aussi de qu'est-ce que c'est l'immaturité émotionnelle. Je vais parler de pourquoi certains schémas et comportements nous coincent dans une immaturité émotionnelle et impactent véritablement nos relations, à la fois notre relation avec nous-mêmes et les autres, et pourquoi c'est important d'essayer de sortir de ces schémas du passé, ces schémas qu'on a souvent acquis de par des générations et des générations qui se sont transmis dans notre généalogie, et pourquoi est-ce que c'est très important d'essayer de s'en défaire petit à petit. Donc je vais parler de 3 grandes étapes et de différentes clés qui vont nous permettre d'avancer pour atteindre plus de maturité émotionnelle. Alors l'immaturité émotionnelle, c'est vraiment ce concept que finalement nous sommes des adultes mais avec des schémas de comportement qui sont restés coincés en enfance. Et tout cela provient généralement d'un développement qui a été arrêté. Parce que d'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas reçu ce dont nous avions besoin pour grandir et pour se développer dans notre enfance. Et vu qu'on n'a pas reçu ce dont on avait besoin émotionnellement, eh bien il y a ce développement qui s'est finalement arrêté, qui a stagné si on peut dire, et donc on se retrouve dans un corps d'adulte mais avec certains schémas de comportement qui sont coincés en enfance. C'est un concept qui s'est construit à travers plusieurs modèles de la psychologie et avec plusieurs grands noms de la psychologie, notamment Freud et puis Jung et puis Bowlby, qui est celui qui a innové la théorie de l'attachement sur lequel j'ai déjà fait plusieurs épisodes, et puis Winnicott, et puis plus récemment Lindsay Gibson qui a écrit un livre, et un livre dont je parlerai en fin d'épisode. Et donc, ce sont vraiment des concepts qui ont été développés à travers plusieurs courants de la psychologie et qui expliquent que nous sommes des adultes, mais que nous n'avons pas véritablement grandi psychiquement. Et donc, si on n'a pas véritablement grandi psychiquement, ça va causer tout un tas de problèmes, notamment dans nos relations avec les autres. Donc, pour donner plusieurs exemples de à quoi ça peut ressembler cette immaturité émotionnelle, ça va passer par plusieurs styles de comportement, notamment la projection qui est un mécanisme de défense où c'est toujours l'autre qui va être dans le mal plutôt que nous. Donc on va projeter nos parts d'inconscient, nos parts de nous-mêmes que nous avons refoulées, que nous n'acceptons pas en nous-mêmes, et on va les voir, ces parts de nous-mêmes, chez les autres. Et donc, quand c'est des projections négatives, parce que ça existe aussi la projection positive, mais quand c'est des projections négatives, ça veut dire que ça va toujours être l'autre le problème. C'est toujours l'autre qui a tort, le mal est toujours à l'extérieur et il n'est jamais à l'intérieur de moi. Et on peut voir comment le mécanisme de projection peut vraiment causer beaucoup de problèmes dans nos relations. Je vais en parler encore tout à l'heure. Ensuite, nous avons le mécanisme de l'évitement. Donc être sans arrêt dans l'évitement de nos émotions négatives, l'évitement des conversations difficiles, en fait dans une fuite constante de nos émotions. Parce que pour une raison ou pour une autre, on ne s'est pas senti assez en sécurité de ressentir nos émotions négatives. Et donc, c'est plus facile de finalement les éviter, les fuir. Et puis ça aussi, bien évidemment, ça peut causer beaucoup de problèmes. Ensuite, il va y avoir le comportement de réactivité, une grande réactivité émotionnelle. Ce qui fait qu'au lieu de pouvoir avoir des conversations authentiques et posées, il va y avoir généralement beaucoup de difficultés à se réguler émotionnellement, avec potentiellement des explosions émotionnelles intenses, qui vont évidemment impacter aussi beaucoup nos relations, puisque nous allons sans arrêt être en réaction vis-à-vis de ce qui se passe à l'extérieur, en réaction vis-à-vis de ce que les gens nous disent, et donc vraiment du mal à pratiquer cette autorégulation. Et ça, c'est bien évidemment quelque chose qu'on voit beaucoup chez les enfants. C'est quelque chose qui est tout à fait normal chez les enfants. Ils ont du mal à réguler leurs émotions. Ils ont des grandes explosions. Tout d'un coup, ils commencent à se mettre en colère. Tout d'un coup, ils commencent à pleurer. Et voilà, c'est de la difficulté à se réguler, en fait. Et donc ça, on peut voir ça aussi chez beaucoup d'adultes. Et puis, il y a aussi ces comportements de dépendance affective, ce qui fait qu'on va aller chercher chez l'autre et attendre que l'autre va combler un vide qu'on ressent à l'intérieur.
Et cette dépendance émotionnelle peut se manifester de diverses manières dans les dynamiques relationnelles, mais notamment avec ce qu'on appelle la fusion relationnelle ou l'enchevêtrement. C'est un mot un peu compliqué, mais c'est un mot qui exprime que on est dans des dynamiques relationnelles où il y a une perte d'individualité et une dépendance émotionnelle excessive. Donc ça veut dire qu'on ne sait plus exactement ce qui est à soi et ce qui est à l'autre. Des dynamiques relationnelles où on est un peu en fusion comme ça et où finalement poser des limites et devient quelque chose de tabou, voire de totalement pas du tout toléré. Et donc on se retrouve dans des systèmes familiales parfois où les émotions d'une personne vont affecter tout le système familial, où c'est pas bien vu d'essayer de poser son individualité, où c'est pas bien vu d'essayer de poser des limites, puisqu'on est dans ces dépendances où on utilise l'autre finalement, inconsciemment on utilise l'autre pour essayer de remplir un vide qu'on ressent à l'intérieur. Donc ça aussi bien sûr ça peut causer beaucoup de problèmes divers. Donc tous ces comportements, ils montrent vraiment, comme je l'ai dit, qu'on peut être une personne avec un corps d'adulte, avec un métier d'adulte, avec des responsabilités d'adulte, mais finalement, dans certaines ou toutes nos relations, on a des mécanismes, des schémas, des comportements qui sont bloqués dans l'enfance, qui sont immatures, où on a du mal à se réguler, on a du mal à exprimer authentiquement nos besoins, on projette beaucoup le mal sur les autres, on est beaucoup dans la fuite, dans l'évitement, et finalement on a du mal à se connecter authentiquement à ses émotions et aux émotions des autres. Et donc on peut vite comprendre comment si une ou plusieurs personnes dans diverses relations ont cette immaturité émotionnelle, eh bien ça peut créer beaucoup de conflits, ça peut créer beaucoup d'explosivité, de fuite, de mécanismes de défense en tout genre, de push-pull, de haut et de bas. Voilà, plein de choses finalement qui font qu'on va souffrir, qu'on va pas se sentir bien, qu'on va pas se sentir écouté et qu'on va avoir du mal finalement à être dans un lien authentique et véritable. Alors attention, tout ce que je dis là, ce n'est pas du tout pour pathologiser tout ça ou pour dénigrer ces comportements dans le sens où on peut tous être sujets et victimes de ces comportements. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grande majorité d'entre nous qui n'a pas forcément reçu tout ce dont on avait besoin émotionnellement en grandissant et il faut pas du tout voilà, je vraiment tout ce dont je parle à chaque fois, je veux en parler à travers un filtre de compassion. Toujours apporter de la compassion à travers tout ça parce que souvent ce n'est pas de notre faute, on a grandi dans des systèmes qui nous ont pas apporté ce dont on avait besoin. Et on développe ces divers schémas, ces divers comportements par mécanisme de défense, par mécanisme de protection. Donc vraiment toujours apporter de la compassion avant toute chose à ces divers comportements si on les voit en soi-même. Et puis c'est important de dire aussi que finalement beaucoup d'entre nous qui sommes des générations milléniales et puis les générations plus jeunes, on a grandi avec des parents qui eux-mêmes avaient reçu des comportements tout à fait néfastes de leurs propres parents. Souvent, nos parents, les boomers notamment, ont reçu des types d'éducation qui étaient très autoritaires, qui étaient très dans le rejet finalement des émotions. Parfois, il y en a certains qui ont vécu des abus physiques, des abus émotionnels. Il y en a certains qui ont eu des parents qui étaient totalement absents. Et donc, les boomers, c'est vraiment une génération qui, eux, ils ont déjà essayé d'avancer dans la bonne direction. Voilà, par exemple, en se rendant compte que frapper son enfant, c'était pas ok. Ça, c'était déjà une avancée. Mais voilà, ils n'ont pas pu forcément tout régler non plus, ce qui fait que, au niveau des besoins émotionnels, c'était peut-être pas très présent. Et ça vaut la peine de dire aussi que même le concept même de besoin émotionnel, c'est quelque chose qui est très récent quand même. C'est-à-dire qu'on commence seulement maintenant récemment à se rendre compte que c'est quelque chose de fondamental pour un enfant. Et notamment à travers justement la fameuse théorie de l'attachement de Bowlby, dont j'ai parlé dans 3 autres épisodes, si ça t'intéresse d'aller écouter ça. Donc on se rend compte seulement récemment que les besoins émotionnels sont des besoins fondamentaux, et donc ça fait tout à fait sens que nous sommes beaucoup à n'avoir pas forcément reçu tout ce dont on avait besoin, nous sommes beaucoup à avoir été victimes de certains de ces comportements, et que voilà, les choses se transmettent de génération en génération, mais heureusement, quand on prend conscience de tout ça, on peut finalement avancer, on peut grandir, on peut acquérir des nouveaux outils, des nouvelles connaissances qui font que nous allons transmettre des nouvelles choses aux futures générations.
Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire cet épisode. C'est parce que je pense que tous ces concepts d'immaturité émotionnelle ont un grand impact dans tout ce qui est éducation, dans tout ce qui est lien affectif, et que le plus on est à essayer de casser certains schémas du passé, et que le plus on est nombreux à se prendre conscience de ce genre de schéma nocif, le plus on va pouvoir impacter positivement les générations futures pour créer un meilleur monde, tout simplement. Alors je vais parler de 3 grands thèmes en ce qu'il s'agit de comment finalement casser ces divers schémas immatures et avancer vers plus de maturité émotionnelle. Le premier grand thème, ça va être sortir de l'illusion et des mécanismes de défense. Le deuxième grand thème va être revenir à soi, dans son authenticité. Et le troisième grand thème va être comment apprendre à communiquer de manière plus consciente. Alors en premier lieu, pour comment sortir de l'illusion et des mécanismes de défense, le premier grand point que j'aborderai, c'est qu'il faut apprendre à prendre la responsabilité de sa vie et de ses émotions. Parce que un grand mécanisme de défense qui existe, c'est en effet la projection et d'avoir l'impression que c'est toujours nous qui sommes la victime, que c'est toujours nous qui sommes dans le juste et que c'est les autres qui ont tort. Et donc cette difficulté finalement à prendre la responsabilité, c'est vraiment un grand comportement qui indique une immaturité émotionnelle, une incapacité à se remettre en question et à prendre la responsabilité. Et donc pour sortir de ça, l'antidote, c'est vraiment de commencer à prendre la responsabilité de sa vie, de ses émotions, et sortir de la posture de victime. Alors attention, il faut toujours faire un petit peu attention quand on parle de sortir de la posture de victime. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en faute et que les victimes n'existent pas du tout. Évidemment que parfois on est véritablement victime de certaines situations, certains comportements de certaines personnes, mais l'idée ici c'est d'essayer de sortir de la posture de victime. Parce que la posture de victime, c'est vraiment une posture identitaire et qui dit que je suis impuissant, je suis persécuté, c'est toujours quelqu'un d'autre qui a tort. Donc, les personnes qui sont dans cette posture identitaire de victime, c'est des personnes qui justement vont vraiment avoir du mal à se remettre en question, qui vont adopter des phrases très courantes du style « c'est de ta faute »,« tu m'as fait ressentir ça », vraiment cette plainte constante finalement, des comportements passifs-agressifs aussi. Tout ça pour essayer de se mettre dans cette posture de victime et d'essayer d'attiser la sympathie des gens autour d'eux. Parce que prendre la responsabilité, finalement, est trop difficile. Quand on est dans une posture de victimisation, c'est souvent qu'il y a une grande honte qu'on a à l'intérieur de soi et qu'on a du mal, finalement, à se regarder en face et à regarder ses comportements en face. Et voilà, ça vient, comme je l'ai dit souvent, de schémas qu'on a vécu dans l'enfance, où on ne s'est pas senti assez écouté, où on a eu une grande honte, finalement, qu'on a intériorisée. Mais malheureusement, c'est vraiment néfaste dans les relations intimes en tout genre, parce que une personne qui n'arrive pas à prendre la responsabilité, une personne qui n'arrive pas à reconnaître ses torts, c'est une personne qui va sans arrêt dénigrer l'expérience des gens autour d'eux. Et donc, quand on dénigre sans arrêt l'expérience des gens autour de nous, on peut pas être dans un lien de confiance. Donc c'est important de gentiment et avec beaucoup de compassion envers soi-même, de réussir à se regarder véritablement en face et de regarder les comportements qu'on a dans la réalité et de commencer à prendre cette responsabilité. Et ça, quelque chose qui va aussi être très important vis-à-vis de tout ça, c'est le deuxième point dans sortir de l'illusion, être honnête avec soi-même. Et donc sortir du mensonge ou du déni. Parce que dans tout ce qui s'agit de responsabilisation ou de non-responsabilisation, généralement, il va y avoir beaucoup de mécanismes de défense autour du mensonge et du déni. Donc, une tendance à vouloir mettre la tête dans le sable, à éviter, à ne pas regarder les choses en face, à ne pas regarder ses comportements en face. Et ça peut vraiment mener à une tendance à se mentir constamment à soi-même. Donc comme si finalement on mettait la tête dans le sable et on se disait non, c'est pas moi qui ai tort, c'est clairement tous les autres qui ont tort, moi je n'ai rien fait de mal, c'est toujours les autres qui me persécutent, c'est toujours les autres qui trouvent quelque chose qui est de mal en moi. Et puis finalement de commencer à se raconter des histoires, à créer finalement des narratifs qui sont faux, mais tout ça pour se rassurer. Parce que de nouveau, il y a cette honte à l'intérieur qui est tellement forte, tellement puissante qu'on n'arrive pas à se regarder. Donc c'est pour ça que la compassion, je vais le répéter encore et encore, elle va vraiment être très importante.
de ne pas, pour finalement adoucir cette honte à l'intérieur, de réussir à se regarder avec bienveillance, parce que c'est pas facile, bien sûr, de sortir de ces schémas-là, mais tout ça pour dire que voilà, le mensonge envers soi-même va mener à des mécanismes de défense nocifs et puis à cette victimisation perpétuelle. Et dans le pire des cas, ça peut même mener à des comportements où finalement on n'est plus du tout en contact avec la réalité. Donc ça, on le voit très bien tu l'as peut-être déjà vécu avec des gens autour de toi où tu te dis, mais finalement, cette personne est en train de vivre dans une sorte de bulle d'illusion qu'elle a construite, une bulle d'auto-illusion construite, et elle n'est plus du tout en contact avec la réalité. Moi, je l'ai vu notamment avec une personne que j'avais connue dans le cadre professionnel, où c'était une personne qui finalement avait des conflits encore et encore avec les gens autour d'elle, vraiment de manière chronique et récurrente. La personne était sans arrêt en train d'avoir des énormes conflits avec les gens autour d'elle, notamment des amis, des collègues, etc. Et puis tout le monde commençait petit à petit à essayer de se détacher de cette personne, de la fuir. Et malheureusement, cette personne était tellement dans une bulle de déni et de mensonge envers elle-même qu'elle s'auto-convainquait que tout le monde était contre elle, on la persécute. Elle comprenait pas pourquoi, mais c'est fou, tout le monde est toujours contre moi. Pourquoi est-ce que les gens sont tellement difficiles, la vie est injuste, c'est tellement dur. Et elle n'arrivait pas, vraiment, c'était fou à observer parce qu'elle n'arrivait pas à se remettre en question, elle n'arrivait pas à se dire, tiens, mais là, il y a un schéma qui se répète, peut-être que j'ai quelque chose à faire là-dedans, peut-être que j'ai une part de responsabilité là-dedans, peut-être que certains des comportements que j'ai sont néfastes et qu'ils font fuir les autres. Mais non, elle n'arrivait pas, et du coup, c'était vraiment cette bulle d'illusion qu'elle avait construite, ce mensonge perpétuel. Et quand on vit comme ça, c'est très difficile d'avoir des liens réels et authentiques. C'est très difficile d'avoir des... En fait, la vie est difficile quand on vit comme ça, parce qu'on vit dans cette bulle perpétuelle d'illusion et de déni. Et donc, c'est pour ça que voilà, commencer à être honnête envers soi-même, c'est vraiment une énorme étape dans le principe de la responsabilisation. Et puis bien sûr, pour sortir de l'illusion et prendre la responsabilité, il va aussi falloir sortir de nos projections. Donc arrêter de sans arrêt projeter son ombre sur les autres. Alors oui, la projection est un mécanisme naturel, on projette tous d'une certaine manière les choses à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas voir, nos ombres, nos parts d'inconscient. Voilà, c'est quelque chose de très humain de projeter, mais quand on est dans cette immaturité émotionnelle chronique, eh bien on projette énormément sur les autres et on voit le mal sans arrêt chez les autres. Toutes les qualités négatives sont vues à l'extérieur. Alors parfois, ça peut aussi être une projection positive où on voit tout le bien chez les autres et donc parfois des personnes qui sont dans cette idéalisation constante et puis dévalorisation et donc ils vont flip-flopper entre idéalisation et dévalorisation. Mais de nouveau, sans jamais finalement prendre conscience de toutes ces choses-là qui sont en eux-mêmes. Et bien sûr, tout ça, manque de responsabilisation, projection constante et puis mensonge envers soi-même, tout ça, bien évidemment que ça crée des relations instables, avec des conflits chroniques, avec des gens qui ne nous font plus confiance. Les gens n'ont plus envie de nous faire confiance quand ils ont l'impression qu'on dénigre sans arrêt leur réalité. Et ça fait beaucoup de souffrance en fait, ça crée beaucoup de souffrance pour tout le monde, pour soi-même et pour les gens qui sont autour de nous. Et c'est pourquoi la deuxième grande étape vis-à-vis de se rapprocher de plus de maturité émotionnelle, ça va être de revenir à soi et se reconnecter à son moi profond, son moi véritable. Ça, c'est un concept qui est très connecté à Winnicott, qui était un pédiatre et psychanalyste britannique connu, et qui a innové et parlé du concept du faux self et du vrai self. Et donc du concept que finalement nous avons un faux self que nous avons généralement construit. De nouveau, si on n'a pas reçu tout ce dont on avait besoin émotionnellement, eh bien on construit un faux self, on construit un masque ou des masques qu'on va porter dans nos relations et qu'on porte pour essayer de se protéger. Sauf que le problème, c'est qu'on n'est jamais dans un lien véritable et authentique avec l'autre. On est dans un lien où notre soi véritable est masqué par une part de soi inauthentique. Et quand on est dans ce faux self, dans ce moi inauthentique, c'est très difficile d'être dans un lien véritable avec l'autre. Ce qui fait qu'on devient
une réaction au monde plutôt qu'une expression véritable de qui on est. Alors un exemple assez classique que je peux donner, c'est l'exemple du people pleaser. Le people pleaser, c'est voilà, une partie de nous qui a envie de sans arrêt être là pour les autres, faire plaisir aux autres, être dans ce mécanisme de sans arrêt vouloir dire oui à tout, être sans arrêt là pour les autres, mais au détriment de ses propres besoins et de son moi authentique. Donc finalement, on porte ce masque de la bienveillance, sauf que quand les autres ne nous rendent pas l'appareil, on dira, eh bien, on va se morfondre, on va se victimiser, on va s'énerver potentiellement en se disant « personne ne me comprend, tout le monde s'en fout », ou bien on va agresser les autres en disant « mais pourquoi est-ce que tu ne me rends pas ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai fait pour toi ?» Et donc, on va projeter et rejeter de l'agression sur les autres quand nos attentes inconscientes ne sont pas assouvies. Tout ça parce que quand on est dans ce mécanisme de people pleasing, ça veut dire qu'on a généralement refoulé la partie de nous authentique qui est assertive et qui sait ce qu'elle veut et on a refoulé ses propres besoins véritables, on a refoulé la partie de nous qui dit non, qui sait ce qu'elle veut, qui est assertive. Tout ça au profit de faire toujours plaisir à l'autre, d'être toujours la fille gentille ou le garçon gentil, d'être toujours celui qui fait plaisir. Et donc, de temps en temps, il y a cette ombre inconsciente, cette agression inconsciente qui va ressortir et être rejetée à l'extérieur, potentiellement avec des explosions ou bien en se victimisant et en ayant l'impression que c'est les autres qui sont toujours méchants, qui sont profiteurs, qu'ils sont pas reconnaissants. Moi, je fais tout pour eux, eux ils ne font rien. Et donc, si on veut retrouver son moi véritable et se reconnecter à son moi véritable, il va falloir réintégrer son assertivité, son authenticité, sa capacité de dire non, finalement. Et donc, d'oser se demander, mais quels sont mes besoins véritables ? Comment est-ce que je peux mieux poser mes limites ? Comment est-ce que je peux mieux communiquer mes besoins ? Comment sortir du masque de la fille gentille ou du garçon gentil ? Un masque que j'ai adopté par nécessité pour survivre sans doute quand j'étais plus jeune, mais qui aujourd'hui me fait défaut, qui aujourd'hui ne me sert plus, puisque je suis dans ce fameux faux self dont Winnicott parlait. Et ce faux self, malheureusement, il va toujours finir par faire ressortir des comportements néfastes et inconscients, puisque finalement la pression psychologique est trop forte, quoi. C'est l'ombre qu'on a refoulée, l'agression qu'on a refoulée va forcément ressortir. Donc c'est important de réussir à revenir en contact avec son moi véritable, avec ses besoins véritables, avec ses émotions véritables, qu'on a peut-être refoulées depuis tellement longtemps, on ne sait même plus des fois qui c'est vraiment ce moi véritable. Si ça se trouve, on a porté des masques depuis tellement d'années que même de se poser la question, mais c'est qui ce moi véritable ? C'est too much en fait, c'est trop, on ne sait même plus qui on est. Et donc c'est là aussi que le travail thérapeutique, il va pouvoir vraiment servir, parce qu'une grande partie du travail thérapeutique, c'est de se reconnecter au soi véritable, au moi véritable. De réapprendre à connaître ses émotions, ses ressentis, ses besoins, de se reconnecter à tout ça avec quelqu'un qui nous aide dans ce cheminement, quelqu'un de bienveillant qui va nous guider à travers ce cheminement. Et une fois qu'on a pu se reconnecter à ses ressentis, ses besoins, ses émotions véritables, alors nous allons pouvoir apprendre gentiment à mieux les communiquer de manière plus authentique avec les gens autour de nous. Et c'est là que j'en arrive au troisième point pour sortir de l'immaturité émotionnelle, c'est d'apprendre à mieux communiquer ses besoins de manière authentique et consciente. Et ça va passer par apprendre à réguler ses émotions et communiquer de manière authentique et non violente. Alors, apprendre à mieux réguler ses émotions, ça veut dire sortir de l'impulsivité dont je parlais tout à l'heure. L'impulsivité et la réactivité qui est très caractéristique de l'immaturité émotionnelle, c'est je suis sans arrêt en réaction, en impulsion, en explosion. Et bien là, je vais apprendre petit à petit à faire des pauses avant d'agir, à m'ancrer plus profondément dans l'instant présent, à tolérer l'inconfort et donc à agir plutôt que de réagir, de réguler plutôt que d'exploser. Et ça peut passer par des techniques toutes simples, même de juste faire une pause de respiration avant de répondre à ce que quelqu'un nous dit, d'apprendre à accueillir ses émotions plus négatives. Donc plutôt que de m'énerver tout de suite quand je reçois ce que je perçois comme une critique de la part de quelqu'un d'autre, d'apprendre à faire une pause, de respirer, d'observer ce que je ressens. Tiens, je ressens un pincement dans le cœur quand je reçois cette information de cette personne ou cette critique. Ça fait mal.
Et donc d'oser entrer en contact finalement avec nos ressentis, avec nos émotions. Et ensuite, j'ai le choix de comment est-ce que je vais communiquer ça à la personne en face de moi. Plutôt que d'être dans l'impulsion et la réactivité, j'ai le choix de comment est-ce que je vais agir. Et ensuite, la question, c'est comment est-ce que je communique cette authenticité aux gens autour de moi. Et donc, utiliser vraiment la communication non violente, la communication authentique et bienveillante. D'exprimer ses besoins sans être dans l'accusation, sans être dans le blâme, sans être dans la projection, sans être dans les comportements passifs-agressifs. Donc, je ressens ça ou j'ai besoin de ça. Ça, c'est une communication claire et non violente. Je ressens ça et j'ai besoin de ça. Au lieu de la version réactive et impulsive qui est « Comment tu peux me dire ça ? Toi, tu comprends rien. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Tu fais ça mal. Regarde comme toi, tu fais ça mal. » Voilà, ça, c'est des réactions impulsives qu'on voit énormément dans les conflits en tout genre, de couple, etc. Mais c'est un type de communication qui va nous mener nulle part, en fait. Ça nous mène vers plus d'agression, plus d'impulsivité, plus de projection, plus de souffrance, tout simplement. Et puis là, j'ai aussi fait un épisode sur notamment des comportements qui vont nous aider à mieux communiquer. L'épisode où je parle des 4 comportements qui tuent ta relation. Et je donne les antidotes à ces 4 comportements. Et donc là, je donne beaucoup d'exemples de comment utiliser une communication plus bienveillante et positive. Alors juste pour résumer un peu les divers points que j'ai mentionnés dans cet épisode, nous avons sortir de l'illusion et des mécanismes de défense à travers prendre plus de responsabilité pour sa vie et ses émotions, être honnête avec soi-même, sortir de la projection. Ensuite, nous avons revenir à soi, oser se reconnecter à son moi véritable, à ses émotions et à ses besoins authentiques. Et puis communiquer de manière plus consciente, à travers l'autorégulation et à travers une communication bienveillante et non violente. Alors si ce sujet de l'immaturité émotionnelle t'intrigue ou t'intéresse particulièrement, il y a un livre que je pourrais recommander justement de Lindsay Gibson qui s'appelle Adult Children of Emotionally Immature Parents, donc les enfants adultes des parents émotionnellement immatures. Je pense peut vraiment illuminer beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, notamment vis-à-vis des choses qu'ils ont vécues dans leur enfance avec leurs parents. Et puisque Lindsay Gibson décrit les 4 types de parents et d'éducation qui ont un profil d'immaturité. Et donc ça aide un peu à catégoriser tout ça, à mettre des mots sur son vécu, sur son expérience, et à mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a potentiellement été affecté par ces comportements. Parce que parfois, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont finalement l'impression que oui, mais mes parents, ils m'ont tout donné matériellement. Ils ont été présents pour moi matériellement, ils m'ont donné un toit, ils m'ont donné à manger, ils n'ont pas été violents physiquement. Donc pourquoi est-ce que je me sens mal en fait ? Il y a encore un peu cette incompréhension vis-à-vis des besoins émotionnels et de ce que ça représente. Et donc ce livre, ça met vraiment des mots sur les divers comportements, notamment que j'ai énumérés aujourd'hui, et de pourquoi ils sont nocifs et de comment ça peut impacter un enfant. Et ça donne des pistes aussi sur comment mieux avancer avec tout ça et apprendre à s'auto-parenter, à se donner cette bienveillance, cette compassion et puis à soi-même avancer vers plus de maturité émotionnelle. Si jamais cet épisode t'a plu ou t'a donné des clés ou des idées intéressantes, je serais ravie d'entendre ça en commentaire ou si tu veux mettre 5 étoiles sur Spotify. Et puis je me réjouis de te retrouver pour un prochain épisode. Merci beaucoup de ton écoute et à bientôt.